bienvenue dans cette table ronde donc, qui porte sur les mouvements technologiques autour de l'industrie 4.0. Alors évidemment, il y a énormément de choses actuellement, c'est presque, on va dire, vertigineux, j'exagère, mais presque, si on va de la 5G au jumeau numérique, à l'IoT industriel, il y a énormément de technologies qui sont en développement, ce qui fait qu'il y a au niveau industriel des degrés de maturité très, très, très différents entre les entreprises et parfois sans doute un sentiment aussi de difficulté à savoir dans quelle direction aller pour faire maturer son process industriel. Donc pour en parler aujourd'hui, on va donc avoir Philippe Marcel, ingénieur Captronic, qui travaille donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Philippe Magarchak de ST Microélectronique, qui est responsable des architectures, on va dire, microcontrôleurs notamment. Et puis Didier Champeau de Schneider, donc, qui est responsable de l'innovation, qui propose des innovations aux industriels. Voilà, donc je vais leur passer rapidement la parole pour qu'ils se présentent un tout petit peu mieux, et puis leur rôle, leur fonction. Et puis après, on attaquera le débat. Et puis tout au cours de cette... on a 3 quarts d'heure, je crois, 45 minutes. Il ne faut pas hésiter, n'hésitez pas à poser des questions aux personnes qui sont là. Voilà, donc j'ai posé peut-être Didier Champeau. Allez, effectivement, je vais commencer. Donc Didier Champeau. Donc je suis responsable de la prescription des solutions innovantes chez Schneider Electric. Donc mon job, ma mission consiste à expliquer aux clients que Schneider Electric c'est un grand groupe. Nous avons donc aujourd'hui un historique. Les clients nous connaissent sur la partie distribution électrique, donc avec Merlin-Gérin, pas très loin d'ici. Donc on fournit effectivement tous les éléments nécessaires pour distribuer, protéger, sécuriser la distribution électrique. Également tout ce qui est produit d'automatisme, des automates, de la variation de vitesse, des IHM. Et il faut savoir que Schneider Electric, comme tous les industriels, comme vous-même peut-être, s'est tourné vers des solutions innovantes, ce qu'on appelle les solutions industrie du futur, on en parlera tout à l'heure. Et ces solutions innovantes, on les met en place dans nos usines, de la réalité augmentée, des capteurs connectés, et on les propose également à nos clients. Donc mon job, c'est effectivement d'expliquer aux clients que Schneider Electric a pris ce virage de la transformation digitale. Bonjour, donc Philippe Magarchak, ST Microelectronics. Donc j'en profite pour faire un peu de pub pour ST Micro, qui est peut-être moins connu comme marque Schneider Electric, parce qu'on n'est pas tourné vers le client final, mais on sert des clients professionnels comme Schneider Electric. Et donc à titre d'info, il y a le numéro qui vient de sortir du mag CPEM. Donc CPEM, c'est le salon qui est juste à côté de nous, qui est consacré à l'usine de ST Micro à Crolles, juste à côté de chez nous. Donc ST Micro est à la fois un grand industriel qui construit des usines extrêmement complexes, qui fabrique du semi-conducteur avec des finesses de gravure jusqu'au nanomètre, des salles blanches 1000 fois plus blanches qu'un bloc opératoire, et une grande complexité donc industrielle. Et en même temps, on fournit donc des produits semi-conducteurs, des puces, qui vont équiper beaucoup de produits intelligents, et notamment l'industrie 4.0, l'industrie du futur, avec tous ces objets connectés, puisqu'on fournit donc des microcontrôleurs, des détecteurs de mouvement, des circuits de puissance, notamment avec la révolution du carbure de silicium, où ST est extrêmement bien placé. Et nous fabriquons un certain nombre de ces circuits à Crolles, juste à côté de chez nous, et également un peu partout dans le monde. Voilà, donc je suis responsable au sein de ST dans le groupe de produits microcontrôleurs de la stratégie industrielle justement, et à ce titre donc je réfléchis à la stratégie et ensuite je la partage en interne et avec nos clients. Voilà. Bonjour, Philippe Marcel, directeur Sud-Est Captronic. Alors Captronic est une association loi 1901 qui existe depuis 32 ans. On accompagne les entreprises pour mettre de l'électronique, des systèmes embarqués dans leurs produits et leurs process. Alors nous, on est plutôt ici, vous avez eu des gens qui vont proposer des technos ou des solutions. Et nous, on est là pour mettre en adéquation les besoins des entreprises, notamment dans leurs process et leurs produits, avec les technos. Et donc les aider à choisir les bons technos, bons conduits. Et on va parler aussi de la data, parce que c'est un sujet qui est très important. Voilà, merci. Donc peut-être, on va peut-être démarrer le débat au niveau justement des données, puisque quelque part, à travers toutes les technologies, notamment de l'IoT, il n'a jamais été aussi facile de récupérer des données quelque part, des masses de données,
plus ou moins formatées, plus ou moins informatives. Donc la première question, c'est face à ce flux de données, face à cette masse de données qu'on peut très facilement récupérer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est plutôt dans l'optique de les mettre sur un serveur puis de les analyser? Est-ce que c'est plutôt dans une optique de les traiter plus bas sur le terrain? Enfin, comment quelqu'un qui dans une usine et puis finalement est capable de s'équiper pour récupérer des gigas et des gigas de données, à quoi il faut réfléchir d'abord par rapport à cet accès aussi facile maintenant aux données? Je commence. Alors déjà, je voudrais faire une remarque, c'est qu'effectivement, on parle de données. Les données, c'est une valeur brute, issue de capteurs, etc. Pour un process industriel, pour un utilisateur, ce dont on a besoin, c'est d'informations, ce qui est deux choses complètement différentes. Et les informations, c'est construit à partir de données contextualisées, et c'est avec ça qu'on travaille. Donc nous, on ramène toujours l'entreprise à la notion d'information. On ne génère pas de la donnée pour générer de la donnée et la trier après. Donc le besoin de l'entreprise, c'est des besoins, on va le traduire en information et après on va chercher les données qui vont construire cette information. Donc c'est toute la difficulté qu'on a dans les entreprises. Voilà. Et après, effectivement, on peut le traiter à différents niveaux. Alors pour nous, il y a 3 niveaux de base. Le niveau de la machine, ce qu'on appelle le local data. Le niveau intermédiaire, voilà. Alors le niveau intermédiaire qui nous c'est historique, on appelle smart data. Le smart data a un peu évolué, un peu changer de signification. Après, il y a le global data. Les 3 niveaux existent. On n'est pas obligé de tout mettre sur un serveur. On n'est pas obligé de tout mettre sur la machine. Et en fonction du contexte et en fonction de l'utilisation, soit le process, soit la machine, soit le site, etc., on va choisir le bon niveau. Philippe, oui. Je vais peut-être complémenter. Donc, effectivement, j'ai proposé de montrer ce slide-là qui illustre donc les 3 niveaux dont vient de parler Philippe. J'en profite aussi pour illustrer le fait que ST fournit des produits dans les 2 niveaux qui sont dans l'usine intelligente, à savoir d'une part près de la machine, près de là où la data est générée, parce que l'argument étant que le plus tôt on peut traiter la data et la transformer en information, le plus efficace on économise l'énergie pour transmettre les données. Et également, on résout des problèmes de garder l'information privée et de ne pas risquer de la rendre publique. Donc, il y a toutes ces problématiques qui font que le plus tôt on peut traiter la data, le mieux on se porte, le plus efficace. Donc, je répète, donc on fournit donc des produits qui captent ces datas, des senseurs, mais également des actuateurs, et aussi donc des microcontrôleurs qui vont être près de la data, donc qui sont plutôt low power pour faire un premier niveau de traitement. Ensuite, donc, il y a ce deuxième niveau de traitement qui est au niveau d'un gateway qui peut être soit des microcontrôleurs, mais plus probablement des microprocesseurs. Donc ST offre également toute une gamme de microprocesseurs. On n'est bien sûr pas les seuls. Par contre, à ce niveau-là, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a un aspect connectivité. On parle des objets connectés. Et donc la connectivité, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'une part tous les protocoles de communication à longue distance comme LoRa Sigfox qu'on supporte également, ou alors à courte distance comme du Wi-Fi ou du BLE comment dirais-je, sans fil, et puis en filaire avec de l'Ethernet. Donc on fournit tous ces protocoles, mais plus on fournit plus il y a de transmission de données et de software, plus il y a un problème de sécurité et de risque que la donnée ou le software soit attaqué. Et donc on fournit également des solutions de sécurité qui sont de plus en plus prépondérantes et qui sont vraiment maintenant absolument obligatoires pour éviter que le moindre point d'entrée devienne un cheval de Troie et devienne un danger pour l'usine connectée ou le bâtiment connecté. Donc je veux vraiment insister sur cet aspect sécurité. Et puis ensuite, il y a des cas de traitement qui nécessitent de toute façon des puissances de calcul extrêmement grandissantes et pour lesquelles le cloud est tout à fait adapté. Et donc, notamment dans notre usine de Crolles, c'est ce qu'on a mis en place il y a 3 ans, où en fait on accumule des datas extrêmement sophistiquées en extrêmement grand nombre et on est obligé de les traiter avec des puissances de calcul extrêmement importantes sur le cloud. Voilà. Alors, je vais compléter un peu tout ça en prenant 2 cas d'usage de la data, exploitée donc différemment. Et vous allez voir en fonction des niveaux. Donc, je vais prendre un cas d'usage dans le bâtiment, de building, et dans l'industrie. Donc, par exemple, dans le bâtiment, vous avez une information de présence qui va être donnée
dans une salle de réunion, par exemple, par un capteur de présence. Donc ce capteur de présence va permettre d'identifier le nombre de personnes présentes donc, dans la salle et de façon locale, agir par exemple sur le chauffage ou la climatisation pour pouvoir mettre la bonne température. Quand on est 3 dans une salle ou quand on est 20, on n'a pas effectivement la même consigne de température. Donc ça, c'est un traitement local. Donc cette même information de présence, par contre, on peut s'en servir. Donc on l'envoie par exemple sur des systèmes qui vont gérer le bâtiment. Et le directeur de site, lui, cette même information de présence va lui permettre, à la fin de l'année, par exemple, de connaître le nombre de personnes en moyenne dans ces salles de réunion. Et de pouvoir dire, eh bien voilà, une salle de réunion prévue pour 30, j'ai en moyenne 10 à 12 personnes. Et à ce moment-là, il va pouvoir modifier, agencer différemment sa salle de réunion, peut-être la découper en deux, pour l'optimiser quelque part. Et là, on voit qu'effectivement, la donnée, selon le niveau dans lequel on va l'exploiter, ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont l'exploiter, ce ne sont pas les mêmes fonctions, et ça va permettre d'être dans un processus d'amélioration continue. On retrouve ce cas d'usage dans l'industrie, par exemple, sur, je vais prendre une machine, on a des machines tournantes sur lesquelles on met des capteurs de vibration, des capteurs de température. Et lorsque effectivement la machine commence à monter en température, au niveau local, l'automate par exemple va réduire la vitesse du convoyeur ou de la broche avec un variateur de vitesse. Donc ça, c'est un traitement local de cette donnée de température. Et si on envoie cette même information au niveau donc, de logiciel, on va pouvoir faire de la maintenance prédictive. C'est-à-dire que cette donnée de température ou de vibration, on va pouvoir s'en servir par rapport à une comparaison d'un modèle mathématique, de dire attention, là il y a une dérive anormale de la machine, et à ce moment-là, on va rentrer dans un mécanisme de maintenance prédictive pour avoir effectivement une action sur la machine. Donc vous voyez, selon l'usage, selon le niveau dans lequel on se trouve, on n'aura pas la même fonctionnalité de la même donnée. Donc ça, c'est les 3 couches qu'on appelle chez Schneider la couche des capteurs, le edge et la couche des logiciels. Alors finalement, dans une problématique d'industrie, par où il faut commencer en fait? Il faut commencer par équiper les machines, il faut utiliser les datas peut-être qui ne sont pas forcément utilisées, qui existent. Je pense aux automates programmables, peut-être qu'on n'exploite pas tout ce qui existe. Ou est-ce qu'il faut multiplier les capteurs? Est-ce qu'il faut par où finalement commencer si on veut avoir une analyse ou une vision un peu plus analytique de son process ou de son industrie, selon vous? Alors, je garde le micro. Donc, effectivement, il faut savoir qu'aujourd'hui, on travaille sur des usines existantes, sur un parc installé. Évidemment, il y a quelques usines neuves qui se créent et c'est tant mieux. Mais quand on parle de l'industrie du futur, de la gestion des datas, il faut penser avant tout au parc installé. Et le parc installé fournit beaucoup d'informations. Les automates, les variateurs de vitesse, ce sont des objets connectés. Quand on parle d'objets connectés, on entend le petit capteur, mais ça peut être un variateur qui va fournir de l'information. Donc, il est important de bien se rendre compte qu'on a sur une machine un certain nombre d'informations non exploitées. Donc, lorsqu'on intervient sur une machine, par exemple pour faire de la maintenance prédictive, on va déjà prendre en compte l'existant. Si après, il faut rajouter effectivement de l'information, et bien là, c'est important de bénéficier des objets connectés de la technologie d'aujourd'hui. On va trouver de plus en plus de capteurs sans fil, sans pile, ce qu'on appelle les capteurs non intrusifs. Et ça, c'est important, puisque la donnée, quand on va l'exploiter, je vous prenais le cas tout à l'heure de la donnée de température. Au Vaudreuil, on a fait de la maintenance prédictive sur une machine, une bobineuse. On a pris des données existantes d'un variateur de vitesse pour savoir la vitesse de rotation de la machine, mais on a également rajouté des capteurs de vibration, de température et d'énergie. Et c'est la corrélation de toutes ces informations qui nous a permis de créer ce qu'on peut appeler un jumeau numérique. On ne va pas mesurer un seuil, parce que si on n'a qu'un seul capteur d'un seul type, on mesure un seuil. Là, on va pouvoir créer un modèle parce qu'on a différents types de données hétérogènes et que les logiciels aujourd'hui nous permettent de faire de la corrélation des modèles mathématiques assez facilement et de créer ce qu'on appelle un jumeau numérique pour pouvoir comparer les données. Donc, c'est évident qu'il faut prendre l'existant et parfois il faut l'enrichir de capteurs et c'est là qu'on bénéficie de la puissance et de la technologie nouvelle. Merci. Donc je vais complémenter peut-être avec évidemment un éclairage différent. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec mon voisin sur le fait que ce qui compte, c'est de rendre intelligentes les usines existantes, puisque c'est là qu'il y a la majorité
des équipements aujourd'hui et que la durée de vie des équipements, c'est des dizaines d'années, comme vous savez. Donc il est important de les rendre plus intelligents et de les rendre plus efficaces. Et effectivement, donc c'est ce à quoi on s'attache en fournissant finalement des modules intelligents qui intègrent à la fois le senseur d'information, que ce soit des vibrations, la température, du gaz, et un premier niveau de traitement de ces vibrations qui peut ensuite donner des indications quant à qui peuvent être utilisées pour la maintenance préventive. Où est-ce qu'on en est en termes de maturité? Parce que tout le monde comprend le concept et l'intérêt. On en est à ce qu'on a pas mal de proof of concept sur ce type d'application dans pas mal d'industries différentes, notamment en France, en région Auvergne-Rhône-Alpes et ailleurs. Mais je dirais on n'a pas vu encore de cas d'usage massif. Et en fait, une des raisons intéressantes pourquoi ça ne se passe pas, c'est que en fait, pour traiter des datas, il faut des profils différents des ingénieurs qui sont traditionnellement les gens qui vont faire la maintenance des usines. Il faut des mathématiciens, il faut des gens qui comprennent le big data, qui comprennent les statistiques. Et en fait, donc, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'apporter non seulement le module qui a suffisamment d'intelligence pour faire le boulot, mais également, il faut qu'on apporte cette formation ou cette complément d'expertise pour que des gens qui gèrent les usines puissent utiliser ce matériel qui maintenant est capable d'apporter cette solution et mettre en place la solution pour leurs besoins propres. Donc en fait, ST ou ses partenaires, et on va faire des annonces dans les semaines qui viennent quant à un certain nombre de partenaires, peuvent vous apporter des solutions pour faire votre propre proof of concept et vous embarquer dans le voyage, le journey vers la maintenance préventive. Et on est convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Et je répète, on est aussi convaincu que plus le traitement de la donnée est fait localement pour le transformer en information et en décision, plus efficace on est. Je précise néanmoins que la décision ne peut pas être laissée, en tout cas pour l'instant et pour l'avenir proche, à des processus automatiques, mais que ce sont des aides à la décision. C'est une recommandation de décision et de mise en maintenance des machines, mais en aucun cas, on n'a pas vu de situation aujourd'hui où il y aurait un processus automatique qui déciderait de mettre une machine en maintenance ou de prendre une décision de changement. Voilà. Allez-y. Allez, je vais compléter. Alors c'est vrai que la question c'est pourquoi on n'en voit pas plus. Tout simplement parce que quand vous êtes sur un process industriel, quel que soit, surtout les PME, TPE, etc., on a d'abord le nez dans le guidon. On a généré la data. La data, on en génère depuis très longtemps. Bon, c'est pas pour autant qu'on est efficace. Donc c'est pas nouveau. On trouve de la data partout. La difficulté qu'on voit sur le terrain, c'est bien de mettre des capteurs ou d'essayer d'utiliser la data qui existe. Sauf que pour utiliser une data qui existe, il faut avoir un modèle. Et que la plupart des process qu'on a, process sur des convoyeurs, process sur des machines, sont des process qui ont été construits au fur et à mesure par expérience. On a très peu de modèles. Donc ça, c'est le premier point, c'est la modélisation de la machine. Alors après, le deuxième point, c'est d'utiliser des capteurs à différents niveaux. Si vous utilisez, on va prendre le cas d'un tunnel froid dans l'agroalimentaire. Le tunnel froid, il y a déjà un compresseur, donc vous pouvez mettre un capteur sur votre compresseur, c'est ce qu'on appelle le local data. Il va contrôler le compresseur pour générer du froid. Ça, c'est facile à utiliser parce qu'on est proche de la machine, on est sur la machine. Une fois qu'on est dans le tunnel, c'est-à-dire qu'on est dans la ligne, on a notre capteur qui est sur le compresseur, mais le capteur doit tenir compte du tunnel, donc il doit tenir compte du contexte qui est beaucoup plus large que ce pourquoi il avait été utilisé au départ. Et la grosse difficulté, c'est que quand vous êtes avec des systèmes à différents niveaux, vous avez différentes horloges de synchronisation. Et le temps n'est pas le même sur la machine de base que sur la ligne. Donc déjà, il faut que votre donnée qui a été captée soit corrélée avec ces différents niveaux de temps. Et là, ça commence à devenir très difficile. Ensuite, faire de la maintenance prédictive, alors c'est vrai que c'est un but. Je vais prendre toujours le tunnel froid. Même si on commence par faire un jumeau numérique de notre tunnel froid, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que vous allez mettre un capteur de température. Vous dites, dès que la température augmente,
eh ben, je vais regarder, il va y avoir un défaut. Sauf que ça ne tient pas compte du contexte, notamment des produits qui rentrent dans le tunnel froid. En agroalimentaire, normalement, vous rentrez pour refroidir quelque chose, vous avez quelque chose qui est à température, mettons 30 degrés, pour le refroidir. Sauf que dans les process, très souvent, on est pris par le temps, et au lieu de rentrer du pain ou de la pâte à 30 degrés, on va la rentrer à 60 degrés. Donc votre capteur va vous donner une erreur qui n'est pas une erreur de maintenance prédictive ou préventive. Donc là aussi, ça veut dire qu'il va falloir tenir compte de l'ensemble du contexte. Donc à différents niveaux, vous avez différents contextes. Et ça, c'est ça qui va devenir compliqué. Est-ce que finalement, à travers vos propos, est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthodologie finalement? Avant la technologie, avant savoir si c'est connecté, pas connecté, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de réflexion globale sur le process lui-même? Le gros problème, c'est un problème de méthodologie, d'approche. Là, on est en train de travailler sur des outils pour aider les entreprises. Parce que travailler à ce niveau-là, il faut travailler la méthodologie à tous les niveaux. Et après, on va se demander pourquoi on a besoin d'informations. Parce que générer de la data pour avoir de l'information, c'est bien, mais de quelle information on a besoin? Qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, c'est surtout ça. Mais là, c'est quand même une méthodologie complexe pour les entreprises. Mais ça démarre ou il y a des gens, enfin, ça démarre ou comment ça, ou les gens peut-être mettent la technologie avant? Comment vous sentez les choses sur le terrain? Voilà, donc j'ai fait référence dans mon intervention précédente. C'est en fait, il y a les gens qui sont aujourd'hui sur le terrain n'ont pas à leur disposition des data scientists qui seraient appropriés et qui pourraient s'approprier ces données et en faire quelque chose d'utile. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est non seulement la manière la plus simple finalement d'aider les gens à trouver de l'information utile avec ces données extrêmement vastes. C'est un modèle de ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle non supervisée. Non supervisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va simplement capturer des données au cours du temps, que ce soit température, que ce soit des vibrations, on mesure la fréquence de vibration par exemple, et on n'a pas d'idée a priori, on va les capturer, on va les mesurer, et on se rend compte que ce qui est logique, la plupart s'accumulent dans des points de fonctionnement entre guillemets normaux, qu'on ne connaît pas a priori, mais simplement, justement, a posteriori, on sait que ce sont des points de fonctionnement normaux. Et une fois qu'on a accumulé cette donnée dite non supervisée, on va être capable de continuer à capturer des données, mais dès lors qu'une donnée va sortir du nuage de points, on va dire « Ah bah tiens, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu avant, c'est un signal, ça peut être une vraie panne, ça peut être une fausse panne, mais c'est quelque chose d'intéressant, c'est une information. » Et on va transmettre cette information qui est une de temps en temps à un expert humain de la maintenance ou de la machine qui va pouvoir regarder. Donc on va rendre l'expert humain beaucoup plus productif parce qu'on va transmettre cette information une fois de temps en temps dès lors qu'on sort du nuage de points de fonctionnement normal. Charge à l'humain de juger si ce fonctionnement reste normal ou pas. Donc vous voyez, c'est ce type d'approche qu'on a. On ne va pas révolutionner, on ne va pas remplacer les décisions des experts humains, en tout cas pour le futur proche ou moyen terme, mais néanmoins on va les rendre plus efficaces, plus productifs. La même personne va pouvoir maintenant s'occuper non seulement d'une machine, mais d'un parc de machines, voire d'un parc d'usines, en mettant son intelligence à profit uniquement dans les cas où c'est nécessaire et non pas pour gérer les données qui viennent du tout venant. Voilà. Effectivement, alors la méthode, on en parle effectivement, c'est vraiment important. Chez Schneider Electric, on fabrique des produits, on a des catalogues de produits, etc. Et on se rend compte que lorsqu'on parle de solutions innovantes, de solutions industrie du futur, l'approche, il faut l'aborder différemment. Il faut commencer effectivement par faire un audit de la machine. Un audit technique, mais aussi un audit métier, fonctionnel. Il faut interroger les gens qui travaillent avec la machine. Et je vais vous donner un exemple, parce qu'on fait aussi, nous, pas des erreurs, mais on fait des tests qui, des fois, n'aboutissent pas. L'usine du Vaudreuil, c'est une usine qui est vitrine industrie du futur. Donc, on a mis en place un certain nombre de solutions. Et sur une machine, on avait envie d'essayer, effectivement, d'implémenter des solutions de maintenance prédictive. Donc, une machine tournante, on a tout de suite pensé à la vibration. Et on est parti sur un schéma en mettant des capteurs de vibration en complément de données existantes. Ça n'a pas fonctionné. On n'arrivait pas à avoir les informations suffisamment tôt pour anticiper les pannes. Et en discutant avec les gens sur le terrain, ils nous ont dit, mais la plupart du temps, quand on intervient et qu'il y a une panne,
les pièces sont chaudes. Hein. Et en fait, effectivement, si on les avait interrogées avant, hein, on aurait pris l'information de température et pas l'information de vibration. L'information de vibration, elle est logique pour un ingénieur. Sur une machine tournante, la vibration, c'est la donnée principale. Mais là, ce n'était pas celle-là qu'il fallait prendre. Et on a effectivement changé le système, le captage d'informations. On a mis de la température. Alors, avec la température, on est plus près de la panne. Donc, on ne peut pas anticiper de trop, mais on anticipe à quelques heures la panne. Et c'est largement suffisant. Hein. Avec la vibration, on aurait peut-être été à quelques jours. Ça aurait été mieux. Mais ça n'a pas fonctionné parce que les vibrations n'étaient pas suffisantes. Donc, comme quoi, effectivement, la valeur des gens sur le terrain, elle est importante. C'est eux qui vont utiliser le système. C'est pour ça que moi j'ai coutume de dire, quand on parle d'IA, on est plus sur l'intelligence augmentée. Je rejoins Philippe. En fait, on donne de l'information à l'opérateur de production, l'opérateur de maintenance, et c'est lui qui prend la décision. Hein. Et aujourd'hui, on va lui dire, la machine, elle va fonctionner pendant 3 heures avec un bon fonctionnement garanti. Hein, au-delà, la broche numéro 2, elle sera défaillante, elle présente des signes de défaillante. Et c'est l'opérateur qui prend la décision de continuer, parce qu'il sait qu'il a un changement de lot dans 2 heures, il sait qu'il peut y aller. Pendant 2 heures, la machine va bien fonctionner. Hein. Et après, il prévient ses équipes de maintenance pour changer la pièce. Donc voilà, on a fait des tests d'époque qui des fois n'aboutissent pas, mais parce qu'on n'a pas non plus fait l'audit suffisamment proche des gens du terrain. Et aujourd'hui, c'est vraiment une valeur qu'on a intégrée. On a des équipes qui sont constituées de consultants. Et lorsqu'on intervient chez des clients, la première chose qu'on fait, c'est un audit avant de proposer des solutions. Alors maintenant, si je me mets à la place d'un directeur de production, d'un responsable de ligne, etc., et qu'il y a des investissements à faire en termes de capteurs, de serveurs, enfin on peut imaginer des tas de choses, quels sont les leviers pour convaincre la direction que c'est très intéressant d'investir? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'optimisation du process? Est-ce que c'est l'amélioration de la maintenance? Quels sont les leviers qu'on peut amener à une direction si on veut équiper son usine, si on veut mieux la connecter, si on veut aller vers ce mouvement Industrie 4.0? Alors, effectivement, les leviers sont multiples. Là, tu en as évoqué un certain nombre. Il faut aussi que la démarche d'amélioration soit en corrélation avec le projet d'entreprise. Hein. Donc il faut savoir que ces solutions, elles sont souvent impulsées par la direction, hein, parce que ça fait des changements au niveau des équipes. Il y a effectivement à prendre en compte un accompagnement humain, hein, et on va se rendre compte que sur certains process énergivores, le premier levier, ça va être l'énergie. L'énergie aujourd'hui, quelle que soit l'industrie, mais c'est vrai qu'il y a des process encore plus sensibles que d'autres, on est pénalisé par le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie intervient aujourd'hui dans le coût de fabrication et va venir pénaliser. Hein, et comme on est dans un monde de compétition avec les pays étrangers, quelque part, on est forcément impacté par le coût de l'énergie. Donc, c'est aujourd'hui un moyen pour pouvoir réduire le coût d'un produit. Hein. On va pouvoir, sur le réseau électrique, mettre des capteurs d'énergie qui sont des capteurs qu'on va venir clamper sur des câbles. Hein, on n'a pas besoin de décabler forcément une machine ou un point de connexion. On va pouvoir mettre des capteurs sur des câbles. Vous avez dans les différents stands différentes solutions qui vous sont proposées, des capteurs communicants qui vont vous permettre dans un premier temps de mesurer l'énergie. Hein. Et une fois qu'on a effectivement ces données qui sont remontées sur des dashboards, on va pouvoir rentrer dans un processus d'amélioration. Hein. On va commencer par un petit projet, hein, avant de passer à une échelle plus grande. Hein, c'est effectivement de faire un projet, un proof of value, hein, pas de concept, parce qu'aujourd'hui, on sait que la techno, elle existe, mais il faut prouver la valeur au directeur avant de passer sur des projets d'envergure. Donc on va faire des projets de proof of value, des projets où on investit peu, hein, qui vont permettre de montrer les gains, et après on va passer au fur et à mesure des projets d'envergure. Donc l'énergie, c'est un beau sujet sur lequel on peut travailler. Voilà, donc bien sûr, il y a des multiples paramètres, et c'est important de comprendre pour une usine donnée et pour la direction générale de l'usine ou de l'entreprise, quel est le paramètre qui est important d'un point de vue business. Ça peut être l'énergie. Dans d'autres industries, ce qu'on a vu, c'est que ça pouvait être l'efficacité de l'usine qui est liée au fait de savoir ou non en permanence où sont situés les objets en cours de fabrication. Et ça a l'air de rien, mais effectivement, dans certaines industries, je pense par exemple
à l'industrie métallurgique de traitement des pièces de tôle, eh bien en fait les pièces de tôle doivent suivre un cheminement à travers plusieurs machines extrêmement spécialisées pour les plier, les former, les couper. Et les gens qu'on a pu voir nous disent, en fait, ces pièces de tôle, à un instant donné, on perd leurs traces. Et donc, les opérateurs qui sont stationnés sur une spécialiste d'une machine, en fait, ils attendent parce que la pièce de tôle dont ils pourraient s'occuper, ils ne savent pas où elle est dans l'usine. Et donc, ça paraît stupide, mais donc il y a une valeur extrêmement importante à être capable d'équiper ces pièces de tôle d'un petit capteur, émetteur et quelque chose qui va les positionner dans l'usine pour qu'on puisse savoir en permanence où elles sont et quelque part rendre la pièce de tôle intelligente, c'est-à-dire qu'elle sait elle-même où elle doit aller, quelle est sa prochaine étape. Et donc ça, en termes de chiffres, c'est impressionnant parce qu'on gagne 20-30% d'efficacité d'une usine complète. Donc vous imaginez le retour sur investissement d'équiper ces pièces de tôle de petits capteurs connectés de position. Et j'en profite pour dire, bien sûr, ST est actif dans ces domaines-là. Mais je pense que je reviens au point principal, c'est quel est le pain point, voilà, en anglais, le point douloureux et le point où la valeur va être la plus importante dans une usine. Et ce n'est pas forcément celui auquel on pense a priori, ça peut être effectivement l'énergie, et c'est souvent le cas. Là, je prends un exemple sur la localisation des pièces en cours de fabrication, et ça peut être certainement d'autres. Et d'ailleurs, je suis sûr que mon voisin va en donner d'autres exemples. Oui, alors moi je vais remonter un petit peu plus haut pour répondre à ta question. C'est-à-dire que effectivement c'est lié à la stratégie de l'entreprise. Alors il y a deux cas de figure. Soit vous avez ce qu'on appelle un caillou dans la chaussure, vous voulez faire une optimisation sur un point particulier, on va parler d'énergie, on va parler de ressources. Soit vous avez votre système de modèle d'affaires qui change, et ça il y en a de plus en plus. On a des transformations de modèles d'affaires qui remettent en cause la structure même de l'organisation de l'entreprise, et là du coup il faut repenser complètement le système. Je vais vous donner aussi un autre exemple. J'ai visité des entreprises. Il y a une entreprise qui a mis en place une machine toute automatisée pour réduire les coûts. Donc c'est une grande ligne qui a coûté très cher. Et l'objectif, c'est de la rentabiliser. Donc on passe tous les produits dessus. On a fait une analyse sur certains produits. C'est pas du tout rentable. On perd de l'argent. Donc c'est un gros problème, c'est de remonter plus haut sur la notion de valeur du produit et de à quelle valeur il est vendu. On a toujours cherché à réduire les coûts, à réduire le temps. Mais en fait, ce qui compte, c'est la valeur finale à laquelle il est acheté. Donc ça, c'est une grosse réflexion qu'on pousse vers les entreprises. Parce que les process, c'est vrai qu'on a optimisé les process. Mais il y en a plus, la plupart du temps, pour certains produits et certains modèles d'affaires, ça ne va plus dans ce sens-là. Voilà. Donc on transforme aussi l'organisation et le modèle. Et là, on va être obligé de ramener d'autres systèmes et de la technologie qui va nous aider là-dessus. Merci. Donc des questions dans la salle, où vous pouvez profiter s'il y a des gens qui veulent poser des questions sur ces évolutions. Non. La question est difficile. C'est toujours la première question, c'est le premier qui se lance. Allez-y. Je vais peut-être passer le... Attendez, j'ai passé le... Non, alors moi je travaille dans le système embarqué. On a eu des clients qui justement se posaient la question d'automatiser des ateliers où on fait tout à la main. Et la problématique, c'est qui peut nous aider là-dessus vous dites qu'il y a tout un démonstrateur, des proof of concept comme on dit, ou proof of value. Comment on peut voir ça réellement? C'est-à-dire, moi j'aimerais bien qu'on me le montre réellement. Est-ce qu'il y a un moyen de visiter une usine, Alors, effectivement, visiter une usine chez Schneider Electric, on en a une trentaine sur le site français. Certaines usines sont plus facilement visitables. L'usine du Vaudreuil, c'est une usine vitrine industrie du futur, et on a mis tout un parcours client et tout un processus pour présenter cette usine et faire venir des clients sur cette usine. C'est pas un showroom, c'est pas une vitrine, c'est vraiment une usine de production. Donc effectivement, on a des contraintes de petits groupes, 4 jours par semaine, etc. Mais c'est une usine qu'on peut effectivement faire visiter. Il y en a d'autres effectivement autour ici, sur Ebens, à Mastertech. Mais pas de problème pour vous faire visiter cette usine. Et après, l'idée, c'est aussi de faire une traversée de site
de votre site avec des consultants. On a une équipe qu'on a donc dédiée à la transformation digitale, hein, qui vont passer chez vous et comme on le disait tout à l'heure, qui vont peut-être vous dire, ben là c'est intéressant d'automatiser, là ça l'est pas. La valeur, effectivement, ne permet pas d'avoir une rentabilité intéressante. Donc, on a des consultants en ligne, en réseau, en automatisme, hein, dont on fait venir pour, effectivement, faire cette première étape d'audit et d'évaluation. Voilà. Mais pas de souci pour vous inviter au Vaudreuil. Vaudreuil, c'est au-dessus de Paris. Alors moi, je parlais plutôt dans l'artisanat. C'est-à-dire que le but, c'est la personne qui travaille qui a le plus de valeur. Et le but, c'est d'optimiser son temps à elle, pour pas qu'elle se perde, par exemple, en se trompant d'une pièce, par exemple en montant une montre. Ça coûte très cher et donc se tromper d'une pièce, la pièce coûte très cher et la personne qui monte cette pièce coûte très cher. Donc le but, c'est de l'aider à ne pas se tromper. Alors je vais prendre mon autre casquette dont on n'a pas parlé. Je suis président du pôle de compétitivité Minalogique, hein, qui est basé à Grenoble. Et à ce titre, donc, le Minalogique et une de ses missions avec Captronic, avec le CEA d'ailleurs, c'est de proposer à des PME, semble-t-il, comme la vôtre, qui cherchent à bénéficier du numérique, mais qui ne savent pas forcément par quel bout commencer, un service qu'on appelle EasyTech. Et donc, on vous envoie un consultant sur place qui va réfléchir avec vous à qu'est-ce que vous voulez digitaliser, quels sont vos pain points, encore une fois, qu'est-ce que vous voulez faire. Et on a des dispositifs également d'aide sous forme de subvention à cette première étude de faisabilité finalement. Et donc on vous propose une étude de faisabilité pour laquelle on va choisir avec vous de faire appel à des experts dans le domaine qui est pertinent, que ce soit de l'électronique, que ce soit du logiciel, que ce soit des modules, des composants. Peut-être qu'il faut développer une antenne. L'exemple que j'aime donner parce qu'il est parlant, c'est une entreprise de volets roulants qui cherchait à faire un volet roulant autonome basé sur un système de batterie. Il n'a eu aucune compétence en électronique ni en batterie, donc des batteries et en plus un capteur solaire. Donc on a pu leur amener une expertise de manière à construire un proof of concept. Ils ont dit banco, on y va. Et maintenant, c'est des gens qui sont en production qui vendent ce produit. Donc si vous êtes intéressé, on peut vous mettre en rapport avec le dispositif qui, encore une fois, s'appelle EasyTech. Et je crois qu'on en parle dans le stand juste à côté avec Captronic et avec Minalogique. Voilà. Parce que finalement, à travers tout ce que vous avez dit, c'est l'audit qui est finalement presque le plus important pour démarrer. Oui, alors je complète un petit peu, effectivement, sur votre exemple. Nous, on intervient aussi dans le cadre d'EasyTech. On est plutôt sur l'aspect technique. Il faut savoir qu'en région, vous avez des dispositifs qui sont amont, Ambition PME, le plan Ambition PME qui est porté par la région, qui va vous permettre, notamment à travers les chambres de commerce, puisque si vous êtes dans l'artisanat ou les CCI, d'avoir une étude amont, mais très amont sur la stratégie de l'entreprise. Mais on parle de stratégie, dans l'artisanat, j'ai été expert stratégie, dans l'artisanat, ça marche très très bien. C'est pour voir à quel niveau on va mettre la valeur, et après on va travailler sur le process et l'optimisation de process avec des consultants spécialisés. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller chercher la technique. Donc vous avez différents niveaux. Donc il faut quand même commencer par le niveau le plus haut, c'est savoir quelle est la valeur et comment on va travailler sur le système. Et vous avez donc il y a plusieurs niveaux, il y a des subventions, il y a des aides à chaque fois. Donc il faut savoir que ça existe et il faut les utiliser. Oui, je voudrais revenir au titre de la table ronde qui était quelles solutions techniques pour l'industrie du futur. Et si je reprends par rapport à ce que vous avez dit, finalement la 5G c'est de la carte SIM, c'est pour faire du super haut débit, on n'en a pas besoin dans l'industrie. L'intelligence artificielle, c'est des algorithmes d'apprentissage progressif à qui il faut donner beaucoup de données. Au final, vous avez parlé finalement qu'on était encore à un niveau d'aide à la décision. Donc l'intelligence artificielle, on est encore très loin. Le terme suivant, c'était jumeaux numériques. Il faut un niveau de formation très avancé pour maîtriser un jumeau numérique. Voilà, c'est des situations très particulières d'usage, d'après ce que j'ai compris. Et il nous reste l'IoT, qui finalement n'est pas vraiment non plus de l'intelligence artificielle, et qui est ce qu'on a toujours su faire, nous, dans l'industrie, c'est récupérer une donnée et avoir un tableau de bord et prendre une décision quand cette donnée est devenue une information pour nous. Du coup, enfin, voilà. C'était par rapport au titre de la table ronde. Finalement, les mots à la mode, 5G, intelligence artificielle, cloud, etc., jumeaux numériques, finalement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en sont là.
Non, mais l'objectif à travers ce qui se passe en France dans le programme Industrie du futur, qui est porté par toutes les régions, qui est porté par BPI par toutes les régions, donc c'est des programmes qui se mettent en place, c'est justement de commencer à à transformer les entreprises. C'est pas parce que vous allez leur mettre de la techno qu'ils vont se transformer, hein, très clairement. Hein. La techno, c'est bien, on va en avoir besoin, mais ça reste un outil. On a parlé de l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais il y a le métier. Et sans le métier, l'intelligence artificielle, elle ne va pas nous aider. Donc, c'est vraiment amener les entreprises déjà à repenser et à y penser. Donc, on part de 4.0, mais il y a des entreprises qui sont au niveau 1.0, en exagérant un peu. On a tous différents niveaux. Donc, l'intérêt des programmes qui sont mis en place, c'est d'aller voir les entreprises, de savoir à quel niveau. Donc, on mesure la maturité de l'entreprise, et petit à petit, on va construire avec elles leur stratégie sur plusieurs années. Oui, pour répondre à votre question un petit peu provocatrice, c'est bien, c'est le but de la discussion. Effectivement, le plus lointain dans les technos que vous avez cités, en tout cas de ce que nous on peut voir, c'est l'utilisation de la 5G dans l'usine. Déjà, avant que ça puisse même être possible techniquement, il faudrait déjà qu'il y ait un réseau 5G qui existe. Et puis deuxièmement, il faut qu'il y ait des qualités spécifiques pour l'industrie qui soient confirmées, donc des temps de garantie, de latence, de temps de réponse, etc., qui sont en principe théoriquement là, mais qu'il faut quand même valider. Et donc on pense que ça, c'est quand même assez loin dans le futur. Et de toute façon, c'est clairement pas aujourd'hui. Réciproquement, effectivement, les objets sont connectés de facto dans l'usine, soit par des réseaux filaires, soit par des réseaux sans fil. Et la question qui se pose, c'est on est capable de générer maintenant systématiquement des téraoctets de données. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc je pense que effectivement, je suis peut-être donné l'impression d'être prudent en disant on peut transformer ces données en prise de décision par l'humain. Et je pense qu'une fois qu'on aura passé cette étape de confiance que ces prises de décision sont les bonnes et que, etc., on pourra passer à l'étape d'après. Mais je pense la perception générale de l'intelligence artificielle dans le grand public, c'est qu'effectivement, dès lors que c'est une boîte noire et on ne sait pas comment la décision est prise, c'est juste inacceptable de déléguer la décision à un processus automatique. Et on a des cas de figure, bon, on pourrait en citer des dizaines. Donc je pense que là, d'autant plus dans l'industrie où on a un devoir de résultat, de qualité, de productivité, on ne peut pas se permettre de déléguer un processus qui est une boîte noire, il faut bien le reconnaître. La beauté de l'intelligence artificielle, c'est que ça apprend tout seul, et puis le problème, c'est que ça apprend tout seul et qu'on ne sait pas comment. donc je pense qu'il faut y aller étape par étape, et ça fait partie de l'éducation à la fois du grand public, du management, et puis on a besoin d'avoir des compétences nouvelles, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ces compétences, il faut les former. Ces gens qui vont rendre la donnée utile, intelligente, c'est des gens qui sont encore en formation aujourd'hui et qu'on s'arrache, qui sont les data scientists. Et j'avais un autre point dans votre question, c'était quoi? Oui, non, donc on est capable aujourd'hui de fournir de l'aide à la prise de décision localement, le plus localement possible près des machines. On a cité plusieurs exemples, bon, l'énergie, la localisation des pièces en cours de fabrication dans les usines. Et par contre, le concept de jumeaux numériques, qui est aussi un peu une tarte à la crème, c'est ni plus ni moins que d'avoir des données digitales qui modélisent un processus ou plusieurs dans l'usine. Ce n'est pas forcément toute l'usine. Et donc si je prends l'exemple de l'usine de ST à Crolles, on a un jumeau numérique qui est la localisation de toutes les pièces en cours de fabrication. Et comme on a 300 étapes et que la durée dure 3 mois et que ce serait qu'au bout de 3 mois qu'on saurait si les pièces sont bonnes ou mauvaises, on mesure les pièces après chacune des 300 étapes, et ça génère des données extrêmement importantes qu'on ne peut pas traiter localement dû à la taille des données. On va les traiter dans le cloud. Mais donc on a cette notion de jumeaux numériques existe pour le processus de mesure des pièces en cours de fabrication, et c'est de la réalité d'aujourd'hui. C'est pas l'idée qu'on s'en fait, c'est on va modéliser tout ce qui se passe dans l'usine et ça va être génial. Là aussi, il faut commencer étape par étape et choisir quel est le problème qu'on veut résoudre qui donne le plus de retour sur l'investissement. Et c'est ce problème qu'il faut résoudre et non pas tenter de tout résoudre, parce que là, on ne va pas y arriver. D'autres questions? Oui, pour les jumeaux numériques, on peut dire aussi que les fournisseurs maintenant, par exemple les gens qui vendent des pompes,
certaines entreprises vendent aussi le jumeau numérique avec la pompe. C'est pas forcément l'entreprise qui est obligée de développer son propre modèle. Il y a les fournisseurs de matériel fournissent aussi. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, si c'est une étape ou pas, mais ça existe en tout cas. Bien sûr, oui, ça existe. Schneider Electric fournit des moteurs de positionnement et on fournit effectivement des objets, des nodes de prédiction pour ces équipements. Je rajouterais juste qu'on parle beaucoup de révolution industrielle. Moi, j'emploie le terme plutôt d'évolution industrielle. Effectivement, on a un parc installé, on a des technologies existantes et ces technologies évoluent. Et c'est en cela qu'on se tourne effectivement vers une industrie nouvelle du numérique, de la digitalisation, avec des données qui existaient. Mais grâce au logiciel, on va pouvoir les exploiter différemment. Des questions? D'autres questions? Bon, bah écoutez, je crois qu'on peut terminer sur ce terme d'évolution plutôt que de révolution. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.